La route du Rhum, c'est magique. C'est quand même une course de légende. Ça arrive tous les 4 ans, tout le monde arrive avec leur meilleure voile, avec leur meilleur bateau pour faire le meilleur résultat. Il faut y être. C'est la seule course au monde qui regroupe autant de bateaux différents, autant de bateaux de prototypes au même moment pour partir faire une transatlantique. Donc c'est un événement exceptionnel. La route du Rhum avec 138 bateaux au départ, c'est du jamais vu. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et je peux vous dire que les étrangers nous envient beaucoup ce moment-là. I expected it to be big, but it's bigger than I thought. Moi, c'est un rêve de gosse qui devient une réalité. C'est quelque chose de fort à vivre. À la fin du mois d'octobre 2022, et comme tous les 4 ans depuis 1978, Saint-Malo se part de ses plus beaux atours pour accueillir la grande famille de la course au large. Ultime pirouette du destin, le Canadien Mike Birch, celui qui fut le premier vainqueur de la route du Rhum, c'était il y a 44 ans sur un multicoque, s'est éteint à 90 ans au moment où ses héritiers se retrouvent à Saint-Malo. 138 concurrents s'apprêtent à prendre le départ de la plus mythique des transatlantiques, la route du Rhum, destination Guadeloupe. Je déclare ce village de la route du Rhum 2022 ouvert. Un départ fixé au dimanche 6 novembre. Il reste alors 15 jours aux marins pour finaliser leur préparation et profiter de ce moment de partage avec des spectateurs venus de la France entière pour découvrir leur bateau. Le public peut aller voir les bateaux, peut aller voir les marins. Et puis ça donne un village assez imposant, le plus grand qu'on ait jamais fait, pour pouvoir accueillir ce public qui va venir nombreux dans un village qui est gratuit, ouvert à tous, avec des expériences à vivre du début à la fin. Chaque partenaire déploie des animations pédagogiques et ludiques pour faire découvrir l'univers de son marin. Voilà, on a un bateau orange qui est un petit peu loin, qui peut revenir, se rapprocher. En tout, ce sont 70 000 m² de village développés sur 3 km de quais où sont amarrés les concurrents. Je trouve que c'est le plus beau village de la route du Rhum que je connaisse. Avoir un plateau comme ça, 138 bateaux, on n'a jamais vu ça. C'est vrai que quand on connaît Saint-Malo d'habitude, là c'est un village dans un village presque. C'est grandiose. Une bonne organisation. Non, très bien. La Guadeloupe, destination de la course, est bien sûr au cœur de l'attention des visiteurs grâce à sa gastronomie, sa musique et son artisanat. C'est une super vitrine pour la région Guadeloupe. Quand vous avez dans une course telle que la route du Rhum 17 nations, quand vous avez la Chine où il y a des millions d'habitants qui voient la Guadeloupe, c'est un plaisir pour nous, c'est une fierté pour nous. 7 skippers originaires de la Guadeloupe sont au départ de cette édition. Pour la première fois de l'histoire de la course, tous les bateaux, et quelle que soit leur taille, ont pu être amarrés dans les bassins Vauban et Duguay-Trouin, au pied des remparts de la cité corsaire, qui se transforme en un magnifique théâtre des rêves. L'accès au port de Saint-Malo est conditionné par le passage d'une écluse, et il a fallu toute l'ingéniosité des services portuaires et la dextérité des marins pour faire entrer les ultimes larges de 23 mètres dans ce corridor étroit. Les marges de manœuvre et de sécurité sont faibles et ce sera, à chaque passage, un moment de concentration extrême pour réussir cette prouesse. Afin de faire admirer au mieux la beauté de ces bateaux sous voile, l'organisateur propose des parades en mer à vue du public pour que chacun puisse prendre la mesure du défi qui attend les marins solitaires et qu'à chaque passage de sas, les skippers entrent dans cette écluse comme dans un stade de football pour communier avec les spectateurs.
Le skipper de Solidaire en peloton, Arcep, Thibaut Rochelle-Camus. Ben voilà, plus fort que ça pour Manuel Cousin. Sur le bateau s'appelle Fille, l'entraînement environnement. Les 138 concurrents sont répartis en 6 classes de bateaux. Les plus grands et les plus rapides sont les ultimes, des trimarans de 32 mètres sur 23. Ils seront 8 à se disputer le titre et le plus logique serait qu'ils arrivent en tête à Pointe-à-Pitre. Francis Joyon, le dernier vainqueur, Arthur Levaillant, Yves Le Blévec, Charles Caudrelier, Thomas Coville, François Gabard, Armel Lecléache affichent tous leurs ambitions, mais savent aussi que Charles Caudrelier est le grand favori. Je pars dans les meilleures conditions pour gagner, mais j'ai des concurrents redoutables, donc j'aurai la pression comme tous, et l'étiquette de favori, pour moi c'est ça. Moi je veux l'étiquette de vainqueur, mais pas de favori, je m'en fous. En Ocean 50, des trimarans de 15 mètres extrêmement rapides et maniables, ils sont 8 et ont beaucoup progressé cette année. Tous sont des prétendants à la victoire. Maniables et performants, ces trimarans nécessitent un engagement hors du commun et une capacité à résister au stress à toute épreuve. Sportivement, ça va être très dur, hein. Tout le monde peut gagner cette course dans notre catégorie, les 8 bateaux peuvent gagner. Donc la route va être longue, c'est à la fois un sprint et aussi de l'endurance. Il faut garder le bateau entier, ne pas casser. Donc c'est vrai qu'il y a le curseur à mettre au bon endroit, ça va pas être simple. Dans la catégorie Rome Multi, c'est multicoque vintage ou ne rentrant pas dans les précédentes classes, c'est le retour du mythique trimaran Pierre Ier avec lequel Florence Artaud avait gagné en 1990. Skippé par Philippe Poupon et baptisé Flo, il devrait être le plus rapide de la classe. On retrouve des amateurs éclairés et des grands noms de la voile revenus goûter à la course sur des catamarans plus maniables et moins exigeants que dans leur glorieuse jeunesse. Roland Jourdain, Marc Guimau, Alvard Mabir devraient offrir un beau match au goût de vieux fourneaux. Charlie Capel prendra lui son 6e départ sur Acapella, le sister ship d'Olympus, le premier bateau vainqueur en 1978. Le parcours est merveilleux, c'est vraiment la course, quoi. La course qu'il ne faut pas louper lorsqu'on est passionné et qu'on a un bateau qui est capable de faire ce genre d'épreuve et qu'on arrive à réunir les moyens, il faut y aller. Beaucoup en rêve, peu y accèdent, hein, donc moi j'ai la chance d'en faire partie. Donc. Pour les monocoques, les IMOCA, des prototypes de 18 mètres de long taillés pour le Tour du Monde, ils sont 38. Charlie Dalin est le grand favori car il a gagné toutes les courses de la saison. Avec Thomas Ruyant, vainqueur de la dernière transat disputée, ce sont deux grands rivaux qui terminent un cycle sportif avec leur bateau sur cette édition de la Route du Rhum. C'est un vrai sprint, hein. Et ce qui est sûr, c'est que le niveau de jeu et l'intensité dans les courses, elle a vraiment pris un gros cran cette année, encore plus par rapport à l'année dernière ou même au Vendée Globe 2020. Il y a quelques équipes, quelques marins là qui n'hésitent plus à appuyer franchement sur le champignon. Voilà, moi ça me va. Naviguons comme ça et puis rendez-vous en Guadeloupe. Derrière eux, une quantité de marins éprouvés qui prennent en main des bateaux plus ou moins récents et qui devront avant tout découvrir et fiabiliser leur monture. Louis Burton, Jérémy Bayou, Kevin Escoffier, Justine Métro, Maxime Sorel, Benjamin Dutreux, Boris Herman ou Paul Meillat voudront tirer le meilleur de leur nouveau jouet. Dans cette classe IMOCA, une deuxième division est composée de bateaux anciens, non munis de foil. Benjamin Ferré, Guirec Soudé, Louis Duc, Antoine Cornic se livreront un match dans le match. La classe 40 est la catégorie la plus représentée, 55 concurrents qui mêlent professionnels et amateurs. Ces bateaux ont vécu une révolution architecturale ces dernières années avec l'apparition de nouveaux dessins pour optimiser le passage dans la mer de ces bateaux de 12 mètres. Les SCO, ou bateaux à gros nez. Ils sont plus rapides car capables de rester au-dessus de l'eau. C'est le nouveau standard de la performance. Classe ultra compétitive, les prétendants à la victoire sont nombreux. Johan Richaume, Axel Tréhin, Xavier Macaire, Yann Lipinski ont tous l'envie de bien faire, mais de manière comptable. C'est Corentin Douguet qui a survolé la saison.
J'ai pas fait le grand chelem, mais pas loin. Donc c'est sûr que mes plus mauvais résultats, c'est des deuxièmes places. Donc oui, pour l'instant, ça se passe, j'ai envie de te dire, comme sur le plan, puisque j'avais annoncé que je venais ici pour gagner. Et voilà, maintenant, il faut finir le job, quoi. Enfin, les monocoques ne rentrant pas dans ces deux classes sont réunis dans la catégorie des Rom Mono. Le plus rapide devrait être Jean-Pierre Dick sur un coursier de luxe de sa conception. On apprécie également la présence de voiliers de légende comme Critère 8 ou le Penduic 3 d'Éric Tabarly mené par Arnaud Pénarin, ou encore le retour de Catherine Chabot, députée européenne et première femme à faire le tour du monde en course à bord de son fidèle cigare rouge. Mon bateau dans la flotte des Rom Mono, il peut faire un podium. Donc bien évidemment, je suis très excitée à essayer de mettre celui qui va être le favori, c'est Jean-Pierre Dick avec son bateau qui est quand même beaucoup plus rapide. Je vais essayer d'en mettre un maximum derrière. Mais voilà, l'objectif c'est déjà d'arriver. C'est un privilège de régater contre Penduic 3, contre Critère et puis contre le reste de la flotte. Je trouve qu'il y a une jolie flotte. Le parcours de la route du Rhum destination Guadeloupe n'a pas changé depuis 1978. Un départ en novembre de Saint-Malo avec une ligne mouillée face à la pointe du Groin et un premier bord obligatoire pour aller virer la bouée CIC face au Cap Fréhel avant de quitter la Manche dans la première nuit. Il faut traverser le golfe de Gascogne, ne pas se faire piéger par l'anticyclone des Açores et accrocher les régimes d'Alizé pour filer vers les Antilles et contourner la Guadeloupe par le nord, laisser la bouée de Basse-Terre à tribord avant de finir à Pointe-à-Pitre, 3542 milles nautiques entre ces deux ports, soit près de 7000 km à la seule force du vent. À 72 heures du départ, l'inquiétude monte chez les marins car les prévisions météo sont alarmantes. Un reste de l'ouragan Martin balaie l'Atlantique Nord. Les vents sont violents et la mer levée par ce phénomène météo est énorme. La sortie de la Manche sera rendue impossible sans mettre les marins en péril et aucune solution échappatoire ne semble se dessiner. Fort logiquement, la direction de course choisit de décaler le départ, une décision applaudie par l'ensemble des skippers. J'ai décidé de décaler le départ de dimanche à mardi dans la soirée et mercredi matin. Après quelques heures de flottement, de décompression, le nouveau départ est fixé au mercredi 9 novembre à 14h15. Les marins se replongent alors dans les fichiers météo car l'édition 2022 s'annonce tout de même corsée. Mercredi 9 novembre, il est maintenant temps de prendre le large pour les 138 navigateurs. Allez, on y va. Par 15 à 20 nœuds de vent de l'ouest-sud-ouest, un temps ensoleillé, la procédure de départ est lancée. 15 secondes. La flotte s'apprête à couper une ligne de près de 6 km de large avec une zone définie par catégorie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, départ! À l'assaut d'un premier bord obligatoire vers le Cap Fréhel. C'est parti maintenant! Allez, c'est parti! Malgré le vent de face, les grands trimarans se lancent et imposent rapidement leur puissance. Devant leur étrave, 3500 milles, les plus rapides devraient boucler ce long périple constellé de dépressions automnales en moins d'une semaine. Il faut louvoyer pour atteindre la bouée CIC mouillée à une trentaine de kilomètres au pied du Cap Fréhel, envahi par la foule. Charles Caudrelier passe la première marque du parcours en tête.
Armel Lecléache, François Gabard et Thomas Coville suivent tant bien que mal. Après 1 heure de navigation, le trimaran Edmond de Rothschild a déjà 8 minutes d'avance. Premier coucher de soleil, départ pas simple, mais on s'accroche à fond la caisse. Direction la sortie de Manche. Lors de la première nuit, les marins ne chôment pas. Il faut jouer avec les bascules de courant, optimiser les bords pour contourner les pointes de la Bretagne et faire face à une mer de plus en plus formée. Les manœuvres sont exténuantes mais indispensables afin de se recaler au mieux pour cette entrée dans l'Atlantique Nord. Charles Caudrelier n'a pas quitté la première place depuis le départ. Et voilà, première nuit. Bienvenue sur la route du Rhum. On a bien attaqué. La sortie de Manche a été vraiment dure. Il y a beaucoup de routes et c'est compliqué devant. On ne sait pas encore exactement où on va passer. Donc il y a 2 options qui se dessinent et c'est pas simple. À la différence du reste de la flotte, les premiers ultimes vont choisir de prolonger un peu le bord vers l'ouest après avoir passé le rail d'Ouessant pour aller chercher des vents plus forts à flirter avec la dépression qui arrive. Plus en retrait, Francis Joyon, Arthur Levaillant et Yves Le Blévec vont eux plonger tout de suite dans le golfe de Gascogne à la recherche d'une mer plus praticable. Jeudi après-midi, après 24 heures de mer à un rythme très soutenu, alors qu'il est dans le trio de tête de la course au début de la descente du golfe de Gascogne, Armel Lecléache se déroute vers l'Orient. Son bateau est endommagé et ne lui permet pas de continuer. 3 derrière, 5 devant. Arrivé à 23h, démarre alors une opération commando pour l'équipe du trimaran Banque Populaire afin de donner une chance aux navigateurs de repartir au plus vite en mer. En quelques secondes, tout s'est arrêté, il y a eu un grand crack et puis j'ai vu des morceaux passer derrière l'arrière du bateau et j'ai très vite compris que c'était la dérive. Malheureusement, la dérive, quand elle a cassé en plusieurs morceaux, elle est venue taper la coque et il y a quelques beaux impacts, un ou deux qui traversent entièrement la coque. Donc là, l'objectif c'est de voir comment on peut réparer ça dans un délai raisonnable. 36 heures plus tard, le bateau repart avec une dérive changée et une coque réparée. La possibilité d'une victoire s'est envolée, mais il reste une course à terminer pour Armel Lecléache. En queue de peloton, Romain Pillard a lui aussi repris la mer depuis Roscoff, où il s'était arrêté dans les premières heures pour réparer son étrave endommagée après avoir heurté une bouée métallique. On est sorti du golfe de Gascogne, enfin, et on va en direction des Açores à bon rythme. Et on est sur la route des Alizés à bord actuel. Enfin, pas tout de suite, il faut encore passer quelques transitions. Devant, la bataille est encore montée en intensité dans l'Atlantique. Caudrelier, Gabard et Coville se livrent à un combat de titans. On est entre le Portugal et les Açores, grosso modo. Et on a eu un grand ciel bleu là tout à l'heure. Et là, comme vous le voyez avec les petites images de dehors, ça se couvre un peu. Il y a toujours pas mal de mer. Mais vous savez, à la caméra, ça ne sent jamais la mer. Et on va aller dans une zone sans vent. Et on va essayer de la traverser au plus vite. Toujours face au vent dans une mer formée, après 2 passages de front musclés, le franchissement de l'archipel des Açores occasionne de nombreuses manœuvres pour ajuster les trajectoires. La lutte des virements de bord est acharnée afin d'utiliser chaque souffle de vent dans cette zone de transition. Gabard revient à une trentaine de milles, Caudrelier parvient à défendre son leadership, mais c'est au prix d'une énorme débauche d'énergie, d'un engagement total et de grandes prises de risques. Les dernières marques ont été épiques, la bagarre avec François là, dans le fort.
Donc on avait passé un peu toutes les limites qu'on s'était fixées. Surtoilé, très quelques de arriver à la toile. Et c'était épuisant parce que j'ai pas pu dormir depuis très longtemps maintenant. Heureusement, j'avais bien dormi au début. Mais bon, la route est longue, le contournement de l'île, malheureusement, il existe. Donc il y a encore plein de pièges. Et il navigue très bien, son bateau va vite. En bordure d'anticyclone, les marins vont enfin pouvoir déployer leur grande voile d'avant pour naviguer au vent arrière et se lancer dans un run de vitesse et de vol échevelé. Caudrelier s'échappe et conforte sa marge d'avance. Le break est fait avant d'aborder l'atterrissage sur le tour de la Guadeloupe. Thomas Coville, bon troisième, a tenté des options de route, mais sans jamais parvenir à recoller au duo de tête, ce qui ne l'empêche pas d'apprécier le moment. Les alizés. On a mis du temps à venir jusque là, mais on y est. Il fallait être capable de voler dans du tout petit temps, et on a été moins bon sur ce coup-là. Mais jusqu'à la tête à l'anglais et jusqu'au tour de l'île, il reste encore plein de choses. Là, c'est un peu une course de vitesse pendant 24 heures dans ce fameux alizé. Et c'est quand même bonnard, là. À plus de 600 000 derrière, le match se poursuit dans les alizés. Yves Le Blévet, 4e, devance Francis Joyon et Arthur Levaillant. C'est le début des alizés. Et ça fait un bien fou. On va calmer le jeu, hein. Charles Caudrelier a profité des dernières heures pour engranger quelques siestes réparatrices afin d'entamer le tour de la Guadeloupe qui pourrait être piégeux en pleine forme. Mais finalement, en passant la marque de la tête à l'anglais, au nord de l'île, il a 80 000 d'avance sur François Gabard qui ne pourra plus revenir. Les derniers bords sous le vent de l'île ne sont plus qu'une formalité pour le skipper d'Edmond de Rothschild. Attention pour l'arrivée. Maxime Rothschild. 9h, 2 minutes, 25 secondes, je répète. Charles Caudrelier remporte la Route du Rhum destination Guadeloupe pour sa première participation et il accroche un nouveau record de la distance qu'il a couverte en 6 jours et 19 heures. J'ai tellement la niaque, j'avais tellement envie de gagner cette course pour plein de raisons, pour toute l'histoire de cette équipe, de ce bateau, de personnel. C'est vrai que moi j'en rêve depuis que je suis gamin et j'ai jamais pu la faire, quoi. Et c'était une énorme frustration. Et puis un jour, il y a 3 ans, on m'a offert ce rêve-là et j'ai tellement de gens à remercier qui m'ont soutenu, quoi. Voilà, je le dis souvent, c'est une équipe de Formule 1 et moi je suis le pilote et le dimanche, mais tout le reste de l'année, il y a des gens qui bossent pour que j'ai un bateau parfait. J'ai pas eu un souci sur le bateau, c'était une course presque parfaite, j'ai envie de dire. Il est là, celui qui a remporté Charles Caudrelier cette Route du Rhum. Quatre heures plus tard, pour la 2e édition consécutive, François Gabard prend la 2e place de la Route du Rhum destination Guadeloupe. C'était super chouette de pouvoir faire ça avec Thomas, avec Charles,
Voilà, on s'est bien tiré la bourre et en effet, le but du jeu c'est d'essayer d'arriver avant le deuxième, quoi. Mais parfois les deuxièmes places ont aussi des petits bouts de victoire et c'est pas une victoire, mais comme il y a 4 ans, ça reste une course dont je suis fier. Thomas Coville complète le podium 10 heures après Charles Caudrelier. Je voulais féliciter Charles, bravo. C'est un beau vainqueur, c'est une belle équipe. J'ai l'impression d'être un privilégié incroyable que d'avoir eu le droit de faire ce match avec ces 2 autres athlètes. Je me suis mais vraiment éclaté, comme jamais. À 66 ans, Francis Joyon termine sa 8e Route du Rhum en 4e position à la barre du bateau triple vainqueur de la Route du Rhum. C'est le premier bateau du classement à ne pas voler sur des folles. Yves Le Blévec, sur Actual, prend la 5e place à 1 jour et 20 heures de Charles Caudrelier. Jeudi 17 novembre, 112 bateaux sont encore en mer. La régate continue, elle est toujours aussi indécise et passionnante. En Ocean 50, IMOCA, Classe 40, Rhum Mono et Multi, la Route du Rhum, destination Guadeloupe 2022 continue.